c'est Sandrine Donzel du blog Est-ce comme c'est, le blog qui vous fait voir les problèmes par l'autre bout de la lorgnette et qui vous propose des outils qui marchent dans la vraie vie et pas seulement en théorie. On se retrouve pour un SOS Est-ce comme c'est, donc c'est un moment où je tire au sort une de vos questions et j'y réponds en vidéo sous un angle systémique et interactionnel. Je vous propose de découvrir tout de suite la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc la question est la suivante, elle concerne un petit garçon de 4 ans. Alors je vous lis la question. Donc la maman me donne quelques éléments de contexte. La famille est expatriée à l'étranger depuis l'automne. Au départ, l'adaptation a surtout été difficile pour la petite sœur, mais finalement, elle a été changée d'établissement en janvier et les choses sont allées beaucoup mieux pour elle. Mais c'est à ce moment-là que son frère, le petit garçon dont il est question ici, et donc qui a 4 ans, a commencé à manifester qu'il y avait des difficultés. À la base, c'est plutôt un enfant confiant, qui va facilement vers les autres et qui a toujours beaucoup aimé la crèche, l'école, etc. Donc au début, la maman me dit que les parents, elle et son conjoint, ont plutôt mis ça sur le compte de la difficulté de s'adapter à un nouveau contexte, apprendre une nouvelle langue, etc. Mais malgré l'aide qu'ils lui ont fournie de ce côté-là et les progrès que l'enfant a fait, ça ne s'est pas arrangé. Leur fils a commencé à s'agiter, à chahuter en classe. Et l'accueil qui était fait par l'école n'était pas au top, donc ils l'ont finalement changé d'établissement et il est allé dans la même école que sa sœur. Et depuis, en classe en tout cas, ça va beaucoup mieux, les camarades de classe ont l'air beaucoup plus sympathiques, les enseignants, l'équipe éducative beaucoup plus à l'écoute, donc de ce côté-là, les problèmes se sont visiblement résorbés. Mais il reste un problème qualifié d'angoisse de séparation où le matin, pour aller à l'école, c'est compliqué, c'est difficile. Et donc la maman me dit qu'à la faveur d'une petite gastro, elle a pu constater que son fils était très anxieux à l'idée même de la séparation. Donc en gros, il a fait des pieds et des mains pour ne pas que son papa parte travailler. Exactement comme le matin à l'école, me dit la maman. Et ce qui manifestait, c'est vraiment qu'il était très anxieux et angoissé par rapport à la situation. Et ça s'est reproduit le week-end quand le papa est parti faire tout simplement une course. Et donc voilà ce qu'elle me dit. En gros, mon enfant de 4 ans panique dès qu'on lui parle de départ. J'essaye de lui expliquer que oui, la séparation est difficile, que oui, probablement il va pleurer et qu'il en a le droit, mais que il faut bien que ça arrive et qu'on reviendra comme promis. Je ne sais pas si ça va améliorer les choses, me dit-elle. Et après, la maman me rajoute ceci. Rétrospectivement, je pense que j'ai moi aussi ma part, car depuis que je suis mère au foyer, j'ai moins de temps pour moi que lorsque je travaillais. Soit dit en passant, ça ne m'étonne pas. J'ai les enfants avec moi presque tout le temps. Si c'est un choix que j'ai fait et que j'assume, me dit-elle, j'ai clairement beaucoup plus crié, houspillé, soupiré, montré de l'agacement et de l'impatience que quand je travaillais. Et comble de l'horreur pour moi, précise-t-elle, j'ai même tapé quelquefois. C'est quelque chose que je ne souhaite pas, mais je n'ai presque plus de sas de décompression. Et l'expatriation est une belle aventure, mais elle isole beaucoup, du moins au début. Donc finalement, paradoxalement, ce sont les enfants qui ont pâti de ma plus grande disponibilité, entre guillemets. Et bref, je pense avoir malgré moi joué sur sa perte de confiance et je ne sais pas trop comment la restaurer. Alors zou, c'est parti, on va aller voir comment on peut voir cette situation différemment et peut-être trouver des pistes pour y répondre différemment. Comme je le fais habituellement, je vais reprendre le modèle systémique et interactionnel, le mapping de Virage Formation, pour vous donner un autre point de vue sur cette situation. Donc si on prend le mapping, voilà comment on va représenter les choses. Donc on a ici la maman qui m'écrit. On a comme d'habitude ce qui est visible de l'extérieur, ses comportements et les comportements des autres. Et il y a ce qui se passe à l'intérieur, sa vision du monde, ses émotions, ses pensées. Et on trace une ligne arbitraire entre les deux. Ici, il n'y a pas de symptômes et de sensations physiques, mais il pourrait y en avoir. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce que le monde, la vraie vie, la réalité à laquelle cette maman est confrontée lui apporte? Eh bien, on a son fils et ce qu'elle voit, c'est mon fils se met dans tous ses états quand nous devons nous séparer, quand on lui parle de départ. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? Qu'est-ce que l'interaction entre cette réalité et la vision du monde de la maman va provoquer? On va déjà aller explorer un petit peu ce qui se passe au niveau des émotions et de la vision du monde. Donc,
Il y a une vision du monde, du rôle de parent. Quand on est parent, dans notre vision du monde, il y a c'est quoi un bon parent, comment ça se comporte, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi son rôle, c'est quoi sa manière de faire, c'est quoi sa responsabilité. Donc il y a, je suis en tant que maman, en tant que parent, je suis là pour rassurer mon fils, pour faire en sorte qu'il soit bien. Donc comme il y a un décalage, je vois que mon fils est inquiet, ça veut dire que peut-être moi j'ai merdé quelque part, on va y revenir. Donc ça va susciter une inquiétude légère mais qui est parfaitement adaptée, qui est il faut que je fasse quelque chose pour aider mon enfant. Et donc je dois trouver le moyen de changer et de faire en sorte que ça l'aide. Et alors il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en œuvre, le changement d'école, etc. Mais là on en est à tu peux pleurer, c'est normal, tu as le droit, mais il faut bien qu'on parte et on va revenir comme promis. Alors je reviendrai sur le on va revenir comme promis. Après, on va déjà décrypter les choses comme elles se passent maintenant. Et visiblement, ça ne marche pas. D'accord? Ça continue. Et donc, il y a une deuxième étape. Mince, si le rassurer, ça ne suffit pas, peut-être que j'y suis pour quelque chose. Donc, au niveau des pensées, je ne l'ai pas forcément remis là, mais et au niveau de la vision du monde, il faut peut-être que j'aille chercher des causes ailleurs. Peut-être que moi, j'ai fait quelque chose qui a entamé la confiance de mon enfant, qui fait que maintenant, il n'arrive plus à se rassurer. Et là, on voit apparaître une certaine forme de culpabilité, mais qui là aussi va plutôt dans le sens de je dois faire quelque chose pour aider mon enfant. Alors le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est justement si le rassurer ne suffit pas, c'est que j'y suis pour quelque chose. J'ai commencé à parler un peu de ça avec on va revenir quoi qu'il arrive. On rencontre souvent, je trouve, une difficulté, c'est que nous, et ça ne marche pas que avec les enfants, nous essayons de rassurer les gens en leur donnant des informations, des éléments. Mais ce qu'il me semble, moi, observer, c'est que je ne peux pas rassurer quelqu'un de l'extérieur. Ce que je dis, ce que je fais, va rassurer la personne, et y compris l'enfant à qui je m'adresse, à la seule condition que ce que je dis, ce que je fais, vienne s'appuyer sur quelque chose dont l'enfant est déjà convaincu. Si l'enfant n'est pas convaincu de ce que je dis, j'aurais beau le dire et le redire, ça ne va pas le rassurer, ça va même éventuellement créer des doutes supplémentaires. Pourquoi on me ment, pourquoi on me dit ça, mais les gens ne se rendent pas compte, ils n'ont pas pensé à ci, à ça. Et donc ça ne va pas fonctionner. Donc quand vous dites quelque chose pour rassurer un enfant ou un adulte, vous devez vous assurer en premier lieu, en tout cas il vaut mieux s'assurer en premier lieu que ce que vous dites va s'appuyer sur quelque chose de solide chez votre interlocuteur. Je m'explique ici parce que du coup, moi, ce qui m'a fait tilt, c'est on va revenir comme promis. Enfin, je veux dire, si quelqu'un est lucide sur ce que c'est que la vie, sur les imprévus, les aléas qu'elle nous apporte, et sur la mort, et sur son caractère irréversible, si on y réfléchit bien, il est tout à fait impossible de dire « je vais revenir comme promis ». Ça vous paraît peut-être exagéré de le dire comme ça, mais réfléchissez bien, personne, ni vous ni moi, surtout pas moi, ne peut vous garantir que je vais pas sortir de mon bureau et que je vais pas mourir, bam, là, d'une crise cardiaque ou d'un truc qui me tombe sur le coin de la figure et que j'avais pas du tout prévu. On voit bien avec ce coronavirus, en ce moment, puisque cette vidéo est tournée pendant la pandémie, pendant le confinement, que l'imprévu, ça fait partie de la vie. Et donc les enfants, particulièrement dans ces âges-là, ils sont assez souvent lucides là-dessus. Et du coup, dire on va revenir comme prévu, ça ne les rassure pas forcément sur le long terme. Donc, ça peut être intéressant quand vous voulez rassurer un enfant d'aller d'abord chercher quelle est sa vision du monde à lui. C'est quoi les risques qu'il anticipe? Qu'est-ce qui lui fait peur plus précisément pour pouvoir les donner les éléments qui vont vraiment le rassurer. Là, je vous renvoie à un article que j'ai déjà partagé plusieurs fois, qui est celui où je raconte comment j'avais accompagné ma fille qui avait fait un cauchemar, parce que je trouve que c'est assez représentatif de ça. C'est-à-dire, je n'essaye pas de plaquer ce qui, moi, me rassure sur l'autre, parce que ça ne va pas le rassurer. La deuxième hypothèse que je me suis faite en lisant cette question, c'est qu'il se peut aussi, et c'est particulièrement vrai chez les enfants à cet âge-là, qui sont dans un état de réceptivité et de sensibilité permanente qui est proche presque d'un état hypnotique. C'est encore plus vrai avec les petits de moins de 3 ans, mais c'est encore vrai autour de 4, 5, 6 ans.
c'est qu'il se peut que les moments difficiles à l'école, je dois me séparer, donc ça crée quelque chose de désagréable. Et puis après, ce qui se passe la journée à l'école est pas top et tout, et créer une espèce d'ancrage. C'est comme un apprentissage qui est lié au contexte, ça devient une sorte d'automatisme. Quand on parle de se séparer, ça réactive tous ces trucs désagréables, et bim, ça me plonge dans une émotion qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ici et maintenant, qui a à voir avec des choses que j'ai stockées et emmagasinées, et c'est un déclenchement automatique. Donc comment on se sort de ça ? Donc premier axe, vous l'aurez compris, c'est accompagner l'angoisse différemment. Non pas dire « mais on va revenir », et là je vous invite à lire encore un autre article auquel je viens de repenser, qui s'appelle « Une seule chose à la fois », je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc ne pas dire « on va revenir », mais dire « et si on ne revient pas, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Ou qu'est-ce qui te rend le plus triste ? Et comment tu vas vivre les choses, etc. » Ça se fait pas sur le moment de l'émotion, en général ça se fait plutôt à froid. Ça peut se faire sur le moment de l'émotion si on a le temps. Et donc la deuxième chose, si c'est un ancrage lié à un moment désagréable, il va y avoir plusieurs possibilités. La première, c'est d'observer bien précisément comment vous amenez les moments où il va y avoir départ, parce qu'il est possible que vous disiez et vous fassiez des choses similaires qui créent une espèce de, j'allais dire de conditionnement, pas pavlovien, mais quand même une sorte de conditionnement où le cerveau se dit « ça y est, bim, c'est le moment où on va péter un câble », c'est comme une espèce d'enchaînement systématique. Et là, on peut parfois changer ça en changeant juste un petit détail de cet enchaînement, justement. Je récapitule, pour conclure cette vidéo, mes propositions. Donc on était dans cette position où la maman dit plutôt « tu peux pleurer, t'as le droit, mais on va quand même partir, mais on va revenir quoi qu'il arrive ». Donc ce que je propose pour changer ça, c'est, alors la première proposition, c'est cette idée de, entre guillemets, déconditionnement. Et l'idée, ça c'est très comportementaliste, l'idée c'est alors d'associer le comportement, le départ, pardon, le mot départ, le moment départ, à quelque chose d'agréable, de faire en quelque sorte diversion. Pour aider l'enfant à rompre l'association entre départ et quelque chose qui est désagréable et où l'émotion le submerge, entre guillemets, malgré lui. Ma deuxième proposition qui ressemble plus à ce que moi je propose généralement en accompagnement, la première proposition, on peut souvent la travailler par exemple en hypnose, mais directement avec l'enfant. Du coup, quand j'ai les parents, je propose plutôt quelque chose de l'ordre de la deuxième proposition qui est en fait s'appuyer sur le courage de l'enfant. Donc oui, il est inquiet, mais rien de ce que vous pouvez dire ne va le rassurer. Donc il va devoir faire appel à son courage. Et là, je vous renvoie encore à un troisième article, une autre vidéo, un autre SOS est comme c'est, où c'était un enfant très inquiet et la maman va lui demander comment on fait pour rassurer un enfant très inquiet. Donc là aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous appuyer aussi sur ces ressources-là que j'avais déjà publiées. J'espère que ce SOS a répondu à vos questions et vous a donné des éclairages sur la manière dont on peut rassurer les gens en général et les enfants en particulier. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, ça me fait toujours plaisir que vous likiez, que vous partagiez, que vous commentiez, tout simplement parce que ça contribue aussi à faire connaître mon travail. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez même faire un don sur Tipeee. C'est une plateforme de pourboire participatif pour les producteurs de contenu gratuit en ligne. Et puis, surtout, pensez bien à m'envoyer vos questions pour le prochain SOS comme c'est par mail, en précisant bien questions pour le SOS. Et ces questions, elles peuvent porter sur tous les sujets émotionnels ou relationnels, que ce soit dans la relation avec vous-même, la régulation de vos propres émotions, de vos angoisses, le manque de confiance en soi, le stress, etc. Des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants, des difficultés avec les enfants, ou même au travail, puisque je fais aussi du coaching professionnel. En attendant de recevoir vos questions, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.